Elle s'appelle Cassandre Fristo. Tout part d'une exceptionnelle photo de presse. Nous sommes d'abord happés, même séduits, par un sourire éclatant. À droite du cadre, une jeune femme interpelle l'objectif. Elle paraît sereine. Puis s'impose une couleur dominante, le marron, celui de sa gabardine et de son couvre-chef, semblable à ceux que portaient nos grands-mères à la Libération, une autre époque. Elle porte une pancarte de la même couleur. Nous lisons un mot, traître, au-dessus du nom de notre président et de notre ministre de la Santé. Et puis d'autres noms y figurent, dont on ose croire qu'ils ont un point commun, leur religion, la juive. La pancarte marron se mue maintenant en un panneau stop, rouge écarlate, du charme à l'immonde. Cassandre Fristo est une enseignante de 33 ans, ancienne élue locale et ex-membre du Front National. Elle a aussi écrit sur sa pancarte pour clarifier son message une question lancée récemment par un antisémite lors d'un débat télévisé. Mais qui ? Désormais symbole des dénonciations faites par des antisémites qui ne se cachent même plus. Comment un visage si doux peut déverser tant de haine ? Madame Fristo, certains diront que vous avez fait preuve de courage. D'autres vous reprocheront de l'inconscience. Courage ou inconscience, peu m'importe. Le vieux lutteur que je suis vous regarde avec une sympathie non dénuée de tendresse. Car vous lui rappelez ces jeunes années, quand, avec un certain courage, mais aussi avec beaucoup d'inconscience, il se lançait dans le combat révisionniste. Cela m'a valu de connaître, entre autres, une révocation, les tribunaux, la prison et, pour finir, l'exil. Très souvent suite à l'intervention de juifs. Il est donc condamné à 1 an de prison ferme, ce que prévoit la loi. Chaque fois qu'il franchira la ligne jaune, eh bien, il sera de nouveau sanctionné. Aussi serais-je bien placé, voire le mieux placé, pour professer un antijudaïsme radical. Cependant, alors que, plein de regrets et de colère, le désespoir et la haine m'envahissaient, j'ai élevé mon regard. J'ai notamment médité ce principe appris dans un livre de spiritualité amérindienne. Notre vie est une succession d'expériences au cours desquelles alternent succès et échecs ponctuels. Tant que nous ne nous tournons pas vers nous-mêmes pour trouver la cause des échecs, nous risquons de refaire toujours les mêmes erreurs en rejetant la cause sur le monde extérieur envers lequel nous nous sentons ainsi faussement dépendants, alors qu'en réalité, c'est de notre suffisance que nous le sommes. Ce principe capital sera le fil directeur de mon exposé lorsque j'aborderai la question juive, car il s'applique aussi au collectif. Au niveau personnel, sa compréhension et sa mise en application m'ont déjà permis de perdre 40 kilos. Car plutôt que d'accuser les autres de mon obésité, mes éducateurs, les vendeurs de malbouffe, ceux qui m'avaient fait du mal, etc., je me suis pris par la main et j'ai fait l'effort de changer mon alimentation, ce qui impliquait aussi de changer mes habitudes de vie. J'ai alors vu la vie autrement, sans pour autant l'embellir ni me nourrir d'illusions. Mais cette prise de hauteur a suffi pour tout changer. Déjà dans ma volonté de combattre sans m'écarter de la voie du vrai, du beau, du noble. En tant que catholique, madame, ces 3 principes doivent vous être chers. Permettez-moi donc de vous offrir le seul présent que je puis, le conseil d'un ancien, issu d'une expérience acquise après 30 ans de lutte, de lectures et de réflexions. Madame Fristo, le 7 août, vous dénonciez des gens jugés démoniaques. C'est du moins le sens que je confère aux 2 cornes ajoutées à la première lettre du pronom « qui ». Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Tony Anatrella note « Nos sociétés modernes fabriquent des individus narcissiques qui se prennent comme objet, fin et référence de toute chose. » Autrement dit, nos sociétés poussent les citoyens à se prendre pour des petits dieux. Jacques Attali voit l'avenir dans une société de transhumains. Il explique que dans cette hyperdémocratie, le principal bien essentiel sera l'accès au bon temps. Prendre du bon temps signifiera alors vivre libre, longtemps et jeune. Déjà en assurant la liberté morphologique, c'est-à-dire le droit de choisir ses caractéristiques corporelles et intellectuelles. De plus, la société œuvrera pour que l'homme puisse allonger indéfiniment sa durée de vie. Ce qu'il est question, c'est simplement d'un allongement radical, certes, de la durée de vie, mais simplement d'un allongement indéfini. Son objectif ultime, le voici. Le transhumanisme, c'est la quête de l'homme parfait. En bref, nos sociétés modernes veulent faire de l'homme un dieu. Or, telle était la promesse faite par le diable aux hommes.
vous serez comme des dieux. Vous avez donc raison, madame, de considérer comme diaboliques les puissants qui nous dirigent. Un texte sacré de l'Inde, vieux d'au moins 2000 ans, décrit ainsi ce genre de personnes. Telle est la pensée de l'homme démoniaque. Tant de richesses sont aujourd'hui miennes, et par mes plans, davantage encore viendront. Je possède aujourd'hui tant de choses, et demain plus et plus encore. Cet homme était de mes ennemis, et je l'ai tué. À leur tour, je tuerai les autres. De tous, je suis le Seigneur et Maître, de tout le bénéficiaire. Moi parfait, moi puissant, moi heureux, moi le plus riche et le plus entouré de hautes relations. Nul n'atteint ma puissance et mon bonheur. J'accomplirai des sacrifices, je ferai la charité, et par là je me réjouirai. C'est ainsi que le fourvoie l'ignorance. Étonnant, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ceux qui vous pourchassent ne vous tueront pas, du moins pas physiquement. Ils vous tueront socialement. En brisant votre carrière, vous voilà déjà suspendu, et en vous faisant condamner par la justice. Au risque de me rendre coupable d'un humour déplacé, je dirais que cette photo devant un cimetière était prophétique. En septembre prochain, nous assisterons sans doute à l'enterrement d'un statut social, celui qui était le vôtre avant cette manifestation du 7 août. Pour tenter de sauver ce statut social, vous chercherez peut-être à récuser tout antisémitisme. Face au juge, et à la manière de ses internautes, vous direz qu'une simple liste de noms n'a rien d'antisémite en soi. C'est l'argument de démocratie participative. En tant que telle, écrivent-ils, la pancarte de Cassandre n'a rien d'antisémite. Elle liste des noms de juifs et de non-juifs accusés de trahison avec la question « qui ?» Seulement voilà, quelques heures auparavant, ce même site avait écrit « Il semble que le pronom « qui » menace gravement la démocratie. » Cela peut paraître obscur pour un Français. Il faut décoder. Le décodage est rapide. Il tient en une phrase de Céline. La démocratie, partout et toujours, n'est jamais que le paravent de la dictature juive. Démocratie participative explique, les juifs ont le pouvoir honteux. Ce n'est pas que les juifs n'exhibent pas le contrôle total qu'ils exercent sur la France. Contrôle devenu totalement despotique depuis que la conjuration globaliste a disséminé ce virus fabriqué en laboratoire de par le monde. Au contraire, les Juifs adorent mettre en scène les signes de cette domination jusqu'à en faire des rites d'humiliation publique. La nuance est celle-ci. Les goïms sont censés voir la domination juive, mais ne pas la remarquer. C'est une nuance de taille. Voilà pourquoi je le dis tout de suite. Une défense de votre part, madame, qui chercherait à récuser tout antisémitisme, n'aura aucune efficacité. La réplique que l'on vous fera est déjà écrite dans ce tweet. Sans doute répondrez-vous que messieurs Macron et Véran ne sont pas juifs. Vos accusateurs objecteront qu'en 1922, la propagande antisémite française déclarait « La finance juive tire les ficelles. Les politiciens sont entre ses mains des marionnettes dociles autant qu'hypocrites. » Ils ajouteront qu'en 1938, le Rassemblement anti-juif de France lançait « L'ennemi c'est le juif, le traître c'est l'enjuivé. Quiconque dit « Je ne suis pas anti-juif » est un traître et doit être traité comme tel. » Ayant rappelé ces précédents historiques, vos accusateurs lanceront « Aujourd'hui, Madame Fristo tient le même discours. Elle désigne les juifs avec quelques politiciens non-juifs qu'elle accuse de trahison. C'est la propagande antisémite des années 20 et 30 qui ressurgit. C'est sur ce terreau nauséabond que début 1933, un certain Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. L'histoire a montré où ça mène. Dans cette Allemagne antisémite, on a commencé par stigmatiser les juifs, on a fini par en massacrer 6 millions. Un massacre perpétré avec la complicité des autorités françaises qui, elles aussi, avaient laissé prospérer l'antisémitisme. C'est cette France que Madame Fristo représente, cette France rance et antisémite qui bouge encore, cette France de la Shoah et qui n'a rien compris, rien appris. J'exagère? Nullement. Commentant votre pancarte, la déléguée auprès du ministre des Armées écrit « Alors certains n'auraient rien appris ni retenu des drames proches du XXe siècle ?» De son côté, Elisabeth Moreno lance « L'antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd'hui ». Quant à ce journaliste, il déclare « Cette femme qui défilait hier à Metz doit faire l'objet de poursuites pénales pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Si on tolère ça en France, ne vous étonnez pas de voir surgir bien pire ensuite. Le passé l'a démontré. » C'est d'ailleurs au nom du passé que le CRIF a porté plainte contre vous. Son président lance «
On ne peut pas admettre l'antisémitisme. On ne peut pas laisser passer ne serait-ce qu'une pancarte. On sait comment commence l'antisémitisme, par des plaisanteries, des préjugés, des stéréotypes, et on sait aussi comment il finit. On ne peut pas laisser passer. Je témoigne beaucoup dans des lycées et collèges pour transmettre aux jeunes, pour les mettre en garde contre les régimes d'exclusion, quels qu'ils soient. Je pense que c'est d'abord, une fois qu'on revient chez nous, c'est un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on a vécu. Mais c'est aussi dans les actes citoyens qu'on pose tous les jours. Ne fût-ce qu'en allant voter, voter pour des partis démocratiques. Dans le sud de la France, sur le site du camp d'Émile, d'où 2000 juifs ont été transférés vers Auschwitz en 1942, Denise Toros-Marter, survivante, lance un appel contre l'extrême droite. Je suis vraiment très angoissée et je voudrais qu'il y ait quand même un sursaut au deuxième tour pour que nous n'ayons pas un président de la République qui soit une extrémiste. Vous imaginez, par exemple, moi maintenant, je suis noir ou mon copain c'est un arabe. Il y a par exemple maintenant un nouveau éclair qui arrive, on va dire ça comme ça, qui veut s'en prendre aux noirs ou aux arabes. Ça peut arriver à tout le monde et c'est dur. C'est vrai qu'il y a une montée des nationalismes qui n'est pas l'extrême droite, mais qui sont quand même le témoin de toutes des identités meurtrières. Et les identités meurtrières, elles ont fait le terrain de l'extrême droite dans les années 30. Donc, je crois qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Par rapport au contexte aujourd'hui des crises des migrants, du problème syrien, parce qu'on a, c'est un peu la même chose, mais pas dans les mêmes mesures. Ça reste un peu la même situation parce qu'on rejette les autres, alors qu'au final, on est tous pareils. La visite de ces camps de la mort a le grand mérite d'ouvrir des débats entre lycéens et leurs professeurs, et surtout d'empêcher l'oubli. Et oui, madame. Contrairement à ce que trop de gens veulent croire au sein de la droite nationale, les leçons de l'histoire écrite par les vainqueurs, bien entendu, sont omniprésentes. De Jérusalem, Freddy Ethan lance « Tout ce qui concerne la Shoah est un devoir sacré ». Outrance d'un juif ? Absolument pas. Dans leur ouvrage « Un piège bleu marine », Laurence Parisot et Rose Laprelle soulignent que les chambres à gaz marquent de façon indélébile la mémoire et la conscience de l'humanité tout entière. Le 22 juillet dernier, plusieurs évêques de France ont prévenu « La Shoah représente une horreur absolue à partir de laquelle nos conduites politiques doivent être jugées. » Cette réalité, madame, vous l'apprendrez à vos dépens, en tant que professeur, qui sera révoqué, et en tant que citoyenne, qui sera condamnée. La Shoah est devenue le ressort principal de la tyrannie de la pensée. Trop de gens ne le voient pas, ou refusent de le voir. Faut-il alors que vous adoptiez le révisionnisme comme système de défense ? Face à vos accusateurs, votre discours serait le suivant : l'antisémitisme n'ayant pas mené là où on le prétend, votre dialectique s'effondre. Hélas, je prévois que dans votre cas, cette défense serait totalement inefficace. Car vos adversaires s'écrieraient « Elle brandit les thèses négationnistes pour prétendre justifier son antisémitisme, preuve que le négationnisme n'a jamais eu d'autre finalité. » Là encore, je n'exagère pas. Écoutez ce que dit l'historien Georges Bensoussan du révisionniste en général. Par son négationnisme, ce qu'il cherche dans le fond, c'est à évacuer le génocide parce qu'il est l'empêcheur d'être antisémite normalement, de permettre, en évacuant le génocide et en démontrant qu'il n'a pas eu lieu, de pouvoir être antisémite à nouveau. D'où le paradoxe, le génocide n'a pas eu lieu, et parce qu'il n'a pas eu lieu, je me permets moi désormais d'être antisémite, et même mieux encore, et c'est là où le paradoxe confine à l'absurde, dès lors que le génocide n'a pas eu lieu, je me permets de dire qu'il devrait avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui est capable d'inventer un tel mensonge et une telle supercherie mondiale est assez pervers pour être assassiné en réalité. Étant désigné comme antisémite, madame, saisir le bouclier du révisionnisme vous serait donc totalement inutile. Faut-il pour autant délaisser cette arme ? Je ne le crois pas. Car sur le plan politique, le révisionnisme a une finalité bien supérieure à l'antisémitisme. Une finalité en lien avec votre engagement pour la France. Le Parti de la France, dont vous êtes membre, veut revitaliser le pays. Il veut entreprendre au plus vite un revirement politique radical pour rétablir un État national au service de la grandeur de notre pays.
Ce programme, parfaitement légitime, n'est pas nouveau. Voilà près de 35 ans, le Front National écrivait « Jean-Marie Le Pen croit à la France, pays plus que millénaire, né du rêve éveillé d'une race indomptable. » Le 22 mai 1986, il lança « Nous pensons que notre pays, ainsi que l'Europe tout entière, connaît un déclin qui peut devenir mortel. Et nous pensons que, coincés comme le sont l'Europe et la France, entre l'explosion démographique du tiers-monde, le phénomène de dénatalité, la grande crise économique qui est liée à la perte du monopole industriel de l'Europe, nous pensons que ces conditions menacent nos peuples d'extinction. Et nous pensons que tout doit être fait pour essayer de les sauver. » 35 ans plus tard, et malgré la dégradation de la situation, rien n'a pu être fait. Et à vue humaine, rien ne semble pouvoir l'être. Pourquoi ? Parce que depuis octobre 1946, avec le jugement rendu à Nuremberg, un précédent judiciaire pèse sur toute espèce de renaissance nationale. Dès 1948, Maurice Bardèche nous avait prévenus. Dans un livre magistral, Nuremberg ou la Terre promise, il expliquait « Toute nation, tout parti qui se souviennent du sol, de la tradition, du métier, de la race sont suspects. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. » Plus bas, l'auteur annonçait que la condamnation du national-socialisme au nom de l'humanité entraînerait la dissolution des nations. Quand donc les révisionnistes remettent en cause le jugement de Nuremberg, ils le font d'abord au nom de la vérité. Mais cette vérité peut ensuite servir une œuvre de renaissance nationale. Car en lavant le national-socialisme des calomnies les plus odieuses, le révisionnisme réhabilite les notions de sol, de peuple, de tradition, de métier, de race. Ici, les anti-juifs me répondront « Certes, mais pour devenir possible, une telle renaissance nationale nécessite tout d'abord de briser le pouvoir juif. Or, pour le briser, il faut commencer par le démasquer. D'où l'importance du qui. Tel est le message de démocratie participative qui affirme « Oui, les juifs contrôlent le système, mais vous ne pouvez le dire à aucun moment, faute de quoi tout le pouvoir juif s'écroule. » La thèse est donc la suivante. Démasquons publiquement le pouvoir juif et il s'effondrera. Nous pourrons alors réaliser entre Français une renaissance nationale. Ce raisonnement peut paraître d'une logique implacable, mais l'histoire vient démentir. En effet, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'antijudaïsme s'exprima sans réserve. Édouard Drummond, notamment, était vendu partout, y compris en édition populaire. Peu après la publication de ses 2 premiers livres, un professeur catholique se réjouit. Tout le monde sentait le mal, mais presque personne n'en soupçonnait la véritable cause. Les industriels, les commerçants, les ouvriers, les gens de la campagne, tous éprouvaient un indicible malaise, résultant de charges chaque jour de plus en plus lourdes et d'une misère sans cesse croissante, mais ne comprenaient pas d'où venait la ruine. Les catholiques se voyaient chaque jour de plus en plus traités en véritables parias, outragés dans leurs croyances et violentés dans leurs libertés les plus chères, sans se douter d'où partaient les coups. Tout le monde était hypnotisé. Drummond, en faisant la lumière, a rompu le charme. Et maintenant, on peut regarder l'ennemi en face. Le juif, voilà l'ennemi. En 1894, ce manuel social chrétien, écrit par des catholiques, consacra un paragraphe à l'invasion juive. On lisait « Les juifs sont en train d'accomplir la conquête de l'Europe. Ils remplissent les banques, le haut commerce. Comparez les bottins de 1869 et de 1893. Parmi les abonnés au téléphone à Paris, 1/3 sont juifs. Ils ont la majorité au tribunal de commerce de la Seine. Il y a 102 banquiers juifs à Paris sur 282. 55 Lévy, 20 Bloch, 26 Dreyfus, une foule de Cahen, de Kahn, de Weil, Deutsch, Isaac, Israël, Namias, Nathan, etc. Par la banque et le commerce, ils auront la fortune. Par l'administration, le bureau et la magistrature, ils auront le pouvoir et l'influence. Le programme leur est tracé par leur Sanhédrin secret. Ils tiennent aussi les fils des loges maçonniques. Si Dieu ne nous vient en aide, ils occuperont bientôt les premières magistratures de l'État. Ils régneront et nous les servirons. Les catholiques n'étaient pas les seuls à tenir ce discours. Dans un billet publié le 15 avril 1901, un quotidien républicain progressiste souligna « Personne ne conteste que la situation sociale ne soit des plus mauvaises, et personne ne conteste non plus que les juifs n'en soient la principale, sinon l'unique et seule cause. Le juif, le fait n'est que trop certain, tient en France une place qui, suivant l'expression du Gaulois, est toute la place. Il a la main partout et sur tout. Il envahit les emplois publics.
Il envahit le commerce, l'industrie, la banque. Il se donne même le genre d'accaparer le mouvement artistique, encombre les revues, les salons, les expositions de peinture et de sculpture, où généralement ses envois dénotent le plus bas pufisme allié à l'absence la plus complète de talent. C'était l'époque où l'organe La Jeune France anti-juive appelait ses lectrices à boycotter les magasins juifs. Dans certaines villes de France, comme ici à Saint-Étienne, des listes de commerçants juifs étaient dressées puis diffusées. L'objectif était clair, faire connaître tous les juifs de France afin d'éviter très soigneusement de s'approvisionner chez eux. 10 ans auparavant, Jean Delignot constatait « La question sémitique, ou plutôt judaïque, est à l'heure actuelle la question la plus brûlante et la plus troublante qui intéresse toutes les nations. On s'en aperçoit facilement par les cris communs qu'élèvent toutes ces nations contre l'invasion des Israélites dans tous les rapports de la vie publique et sociale, par les ligues qui se fondent pour arrêter cette invasion tant en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Roumanie ou en France, et par le grand nombre de journaux, livres, brochures, revues même, qui paraissent depuis une dizaine d'années pour montrer la nécessité urgente de réformer et de combattre l'extension de ce qu'ils appellent une plaie en mettant en évidence ses dangers les plus pernicieux. Le 19e siècle se terminera sous l'étreinte terrible de cette triste mais nécessaire question, dont les conséquences seront peut-être bien terribles et qui finiront peut-être par forcer l'Europe à la terminer en prenant une résolution définitive. On le voit, 40 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, un auteur parlait d'une question capitale, posée publiquement un peu partout en Europe, et à laquelle il faudrait peut-être trouver une solution définitive. Dans un avertissement, l'auteur écrivait à propos des Juifs, « Leur tactique est maintenant connue. Nous savons bien que lorsqu'on les accuse de voler, d'accaparer, de détruire, ils crient comme des écorchés qu'on leur empêche de pratiquer leur religion. Mais leur truc ne vaut plus rien, on sait à quoi s'en tenir. » Le Juif était donc clairement désigné et, disait-on, démasqué. Puis venait cet appel solennel. Que pourront faire les nations chrétiennes d'Europe quand elles seront aux mains de ces rapaces, de ces voleurs par instinct et par religion? La question est terrible, l'heure est solennelle, la chrétienté tout entière n'aura pas trop de ses forces pour lutter contre l'envahissement juif. On ne pouvait être plus clair. En 1897, répondant à cet appel guerrier, un auteur publia Le Juif roi. Après avoir souligné l'omnipotence juive dans de très nombreux secteurs de la société, il proposait des méthodes pour faire le ménage, c'est-à-dire pour déloger les juifs. Or, ce pouvoir juif que les auteurs désignaient clairement, s'est-il écroulé? Non. 10 ans après sa formation, le front antisémite se désagrégea suite notamment à des affaires d'argent, un comble. En 1904, l'univers israélite put se féliciter de l'échec électoral des antisémites en Algérie, leur bastion. Dans ses mémoires, ce proche de Drummond raconte le déclin du mouvement anti-juif jusqu'à sa chute en 1909 après une dernière défaite électorale cuisante. À cette époque, la libre parole d'Édouard Drummond ne tirait plus qu'à 47 000 exemplaires contre 200 000 20 ans plus tôt. Alors certes, dans les années 20, l'antisémitisme connut un nouvel essor un peu partout en Europe, y compris dans notre pays. À la fin des années 30, le Rassemblement anti-juif de France ne cessait de tonner contre la dictature juive, contre l'insolence juive et aussi contre les enjuivés qu'il accusait de trahir le pays. En août 1938, il prévint qu'une guerre éclaterait bientôt pour un prétexte quelconque, la Tchécoslovaquie ou autre chose. La guerre des Juifs, disait-il. Lui aussi posait la question « qui ?» Lui aussi réclamait l'expulsion des Juifs de France et dénonçait l'oppression judiciaire juive. Fin juillet 1939, son président fut condamné à 3 mois de prison pour avoir dénoncé l'invasion juive. Le gros titre était « On les aura !» La guerre et l'occupation purent faire croire qu'en effet, on les avait tués. En septembre 1941, à l'exposition Le Juif et la France, une grande statue trônait. Ce monument représentait la France d'aujourd'hui se libérant du joug d'Israël. Quelques mois auparavant, toutefois, Lucien Rebatté avait prévenu « La puissance juive en France est à peine entamée ». L'auteur constatait « Après 20 textes législatifs promulgués contre les Juifs, des centaines d'articles et de discours stigmatisant leur funeste action, le problème juif se pose plus que jamais chez nous. » Ayant expliqué que les Juifs s'étaient adaptés à la situation, Lucien Rebatté poursuivait « Des ordonnances ont été prises pour aider au contrôle du commerce juif, fort bien, mais les Juifs n'en restent pas moins les grands maîtres du marché noir, les grands accapareurs, les grands spéculateurs qui édifient en ce moment de nouvelles fortunes sur la détresse des Français. Comment cela était-il possible ?
Tout simplement parce que le marché noir était devenu un véritable sport national, avec ses accapareurs, ses mercantises et ses pourris, parmi lesquels figuraient aussi de très nombreux Français de souche. Dans cette affaire, donc, le juif profitait de la complicité active et volontaire d'un grand nombre de Français, des Français qui, eux aussi, voulaient s'enrichir. Et ce n'est pas fini. Alors que le sort de l'Europe et du monde se jouait, une jeunesse zazou vivait dans l'insouciance. Elle fréquentait les bals clandestins qui se multipliaient malgré l'action des autorités. La suite était prévisible. En 1944, une foule en liesse accueillit les libérateurs. Des libérateurs reçus à bras ouverts, avec leur chewing-gum, leur jazz et leurs promesses d'une société d'abondance. Car c'était tout ce que le peuple souhaitait, une société d'abondance. Cette société, il l'attendait de l'Amérique. En 1925, pourtant, l'ancien président de la communauté juive de Petrograd avait déclaré « New York nous offre un phénomène inconnu dans l'histoire des Juifs. C'est le rassemblement dans une seule ville de 1 700 000 Juifs. Aussi, nulle part le judaïsme ne peut se manifester avec une telle force qu'à New York. Ces Juifs, presque tous d'origine étrangère, perdent petit à petit leurs traits russo-polonais pour devenir de vrais Américains, tout en conservant naturellement certains caractères juifs. » S'appuyant sur de telles déclarations, de 1940 à 1944, les antisémites avaient répété que dans une société issue de la victoire alliée, les Juifs en viendraient à tout dominer. Le 24 mai 1941, un éditorialiste affirma « La victoire de l'Angleterre ou d'une alliance anglo-américaine serait le signal d'un retour aux errements, aux vices, aux méfaits d'un passé détestable. Ce serait le triomphe du capitalisme despotique et affameur, la consécration du culte du veau d'or. Ce serait, en un mot, l'accomplissement du rêve 2 fois millénaire d'Israël, la domination du monde. Car après avoir abattu ces 2 grandes ennemies antisémites, l'Allemagne et l'Italie, la juiverie, toute puissante à New York comme à Londres, ne trouverait plus d'obstacle au couronnement de ses ambitieux desseins, maintes fois avoués par ses pontifes et ses rabbins. Aidée de la franc-maçonnerie, son esclave, elle aurait vite fait de récupérer les privilèges, les biens et les postes de commandement qu'elle a perdus dans la bagarre, de se venger avec éclat des mesures de rigueur prises contre elle, et de mettre le grappin sur les leviers de direction de toutes les nations du globe. Ainsi seraient réalisées les prophéties du Talmud et des sages de Sion. Eh bien, il s'agit de savoir si le peuple français, qui a tant à pâtir de la guerre voulue, préparée et déchaînée par l'exécrable race d'Abraham, est disposé à faire son jeu pour l'asservissement du genre humain. Le message était limpide, mais bien qu'il ait été martelé, il n'a pas, loin s'en faut, emporté l'adhésion des foules. Et aujourd'hui, le message des anti-juifs s'accorde avec les craintes de ce dessinateur. Il dénonce une domination juive jugée plus insolente que jamais. Peut-être, mais si leur discours est vrai, alors il faut en déduire que se borner à dénoncer les Juifs est inutile. La manœuvre a toujours échoué. Voilà pourquoi, à mon avis, la question qui n'épuise pas le problème. Par le passé, d'autres y ont répondu sans que cela n'ait changé quoi que ce fût. Pourquoi ? Cet anti-juif de la fin du XIXe siècle apporta une réponse. Son discours, je le sais, déplaira à beaucoup. Mais je les invite à l'écouter jusqu'au bout, puis à me suivre lorsque j'exposerai le fruit de mes recherches et de mes réflexions. À ceux qui considéraient le parasitisme juif comme la cause de la décadence, cet anti-juif répondait en prenant l'exemple du phylloxéra. Nous voyons aujourd'hui nos vignes dépérir, et désireux d'y porter remède, nous cherchons par tous les moyens à détruire le phylloxéra, auteur présumé du désastre. Malheureusement, nous sommes trompés par les apparences. Ce n'est pas l'insecte, tant préjudiciable soit-il, qui est la cause de la maladie de la vigne. C'est la vigne elle-même qui, anémiée, sans force et sans courage, lassée de vivre pour être exploitée, s'est laissée envahir peu à peu par le terrible parasite et a livré sans résistance sa sève précieuse à ses milliers de suçoirs. Eh bien, de même, la prépondérance actuelle du juif, ce phylloxéra social, n'est pas la cause active des maux dont nous nous plaignons justement, elle n'est qu'un effet. Et la véritable solution du problème consiste à rechercher d'abord cette cause première et insoupçonnée de notre dégénérescence, et l'ayant trouvée, la supprimer si faire se peut. C'est là, croyez-le bien, le seul moyen de nous guérir. Alors, le juif disparaîtra comme s'évanouissent les fantômes lorsque le jour se lève. Voix esseulée, nullement. Dans un livre paru en 1889 et intitulé « L'agonie d'une société », 2 auteurs évoquaient la bourgeoisie qui, à la Révolution, s'était emparée du pouvoir.
Un siècle plus tard, il dressait le bilan de son règne. Égoïste elle a été, égoïste elle est restée. Trompant le peuple par de belles paroles, faisant, défaisant ou refaisant les lois politiques, mais négligeant volontairement toutes les réformes sociales auxquelles elle aurait pu travailler. Dans ce milieu bourgeois, le juif s'est alors introduit, flattant les uns, insultant les autres, se servant de quelques-uns et volant tout le monde. Parti de rien, il arrive à tout dominer. Il a corrompu avec rapidité cette classe qui ne demandait qu'à l'être, parce que l'absence de moralité lui procurait de sérieux bénéfices. Le constat était clair. Le juif avait pu s'implanter puis dominer parce que la France était alors gouvernée par une classe malsaine, égoïste et sans moralité, uniquement soucieuse de s'enrichir. J'ajoute que le mal dépassait la classe dirigeante. 5 ans plus tard, en mars 1894, un hebdomadaire lança « L'empereur Napoléon III n'a pas peu contribué à aggraver la situation en disant au peuple français dans une de ses premières proclamations « Enrichissez-vous ». Le terrain était bien préparé et cet appel du chef de l'État ne fut que trop entendu. Faire fortune devint pour tous le but de la vie et le terme du vrai bonheur. L'invasion juive qu'ont déchaînée sur la France les gouvernants de la défense nationale nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. On a vu beaucoup de juifs venus en France, on ne sait d'où, devenir en moins de 20 ans plusieurs et plusieurs fois millionnaires. Toujours donc le même constat. Les juifs avaient profité d'un mal très répandu. En avril 1901, un organe républicain confirma « Il est certain que le développement énorme de la spéculation a merveilleusement servi les financiers israélites. Ils excellent dans les affaires d'argent. Sur ce terrain, ils sont comme chez eux. La bourse leur appartient. La hausse et la baisse ne se produisent qu'à leur commandement. Peu leur importe de semer la misère autour d'eux s'ils héritent de la dépouille des victimes. Ils accaparent les denrées, les métaux, tous les produits de l'agriculture et de l'industrie lorsque le moment d'emplir leur coffre-fort devient propice. C'est alors aussi l'augmentation des vivres et de toutes les choses usuelles et nécessaires. Mais est-ce leur fait ou leur faute si une foule de non-juifs est venue sur ce terrain leur prêter main forte, leur procurer des facilités d'étendre leurs opérations et leurs actions qu'ils n'avaient pas jusque-là? Pourquoi tant et tant de chrétiens sont-ils allés aux juifs, cherchant avec l'étranger la fortune et les jouissances qu'elle comporte en dehors du vrai travail, du travail honoré et toujours respecté? Des fils d'industriels, de commerçants, d'agriculteurs ont trouvé très commode de gagner en 8 jours à la bourse plus d'argent que leur père n'en gagnait en plusieurs années, et ils se sont fait les clients des grands manieurs d'argent. Ils ont agi de complicité avec la banque juive. Ils ont drainé avec la banque juive les capitaux français. Si cependant beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui ruinés, si leur ruine a fait la fortune du juif, à qui la faute? Il en est de même de l'invasion juive dans les fonctions publiques. Depuis 25 ans, d'affreux politiciens se sont emparés de la France. Pour la faire à leur image et ressemblance, ces politiciens ont enlevé aux vrais Français, aux Français catholiques surtout, les fonctions administratives qu'ils détenaient, et ils écartent impitoyablement de tous les emplois dépendants de l'État ceux qui ne pensent pas comme eux. Or, par qui ce gouvernement a-t-il été établi? Quels sont les électeurs de ces députés, de ces sénateurs, de ces conseillers généraux et municipaux athées et francs-maçons? Sont-ce en majorité des juifs ou des chrétiens? La réponse est facile. La France compte quelques milliers d'électeurs israélites et plusieurs millions d'électeurs catholiques. La déchristianisation de la France est donc le fait de chrétiens catholiques. Les mauvais Français qui ont livré leur pays à une poignée de sectaires sont des chrétiens. Oui ou non, est-ce vrai? Hélas, c'était vrai. Voilà pourquoi à cette époque, dans une lettre sympathique à Édouard Drummond, ce praticien écrivit « Comme médecin, j'ai contracté l'habitude de ne pas trop m'arrêter à la superficie des choses. Tel fait qui absorbe l'attention de l'observateur, étranger au grand art de guérir, n'est pas toujours ce qui frappe le plus le praticien qui connaît son métier. L'invasion juive est un symptôme et non la cause de notre état social actuel. » Plus loin, il soulignait « Israël veut prendre aujourd'hui sa revanche du passé et constitue à certains égards un vrai danger social, nous en convenons. Mais ce n'est pas la campagne qu'on mène contre lui qui l'arrêtera dans ses agissements. Il bénéficie, si je puis me servir de cette expression, du désarroi où nous nous trouvons tous plongés faute de direction.
La fortune financière du pays est en grande partie venue dans ses mains et dans celle de nombreux transfuges de toute provenance qu'il traîne à sa suite. Est-il étonnant qu'il soit puissant en un temps où tout est affaire d'intérêt, où, disions-nous, tout est hélas à vendre? La demande a presque toujours précédé l'offre. Bien qu'elle soit pénible à entendre, cette vérité doit être dite. Si les Juifs ont pu devenir puissants, c'est parce qu'au départ, la partie influente du peuple français s'était laissée envahir par le matérialisme mercantile. Voilà pourquoi le « qui » avec son point d'interrogation est insuffisant. Pour faire œuvre utile, il faut poser deux autres questions. Quel et comment? Plus précisément, quelle est la cause du triomphe chez nous du matérialisme mercantile et comment la supprimer afin de se débarrasser des parasites? Une première réponse figure dans cet article publié en février 1911. L'auteur déplorait l'écrasement des initiatives et le gaspillage des forces individuelles. Il écrivait « Notre pays est riche en individualités intelligentes, courageuses, laborieuses, pleines d'initiatives, mais si riche en soit-il, c'est une bien grave imprévoyance que de les annihiler, de les paralyser, de les détruire. » D'où venait ce phénomène? L'auteur répondait « Cet écrasement des individualités agissantes, idéalistes parfois, souvent animées de buts moraux très nobles, est parfois inconscient, mais souvent aussi voulu. L'abaissement des caractères paraît en être une des causes principales. Le culte de la fonctionnalisation, celui de la retraite, la résolution de n'effectuer que le moindre effort en sont d'autres. L'absence d'idéal autre que celui de la jouissance matérielle immédiate en est encore une autre. Tous ces travers engendraient l'individualisme qui transforme les peuples en nuages atomisés, proie facile pour les parasites en tout genre. En 1908, un organe royaliste souligna « Le régime républicain favorise merveilleusement l'émiettement, la décomposition d'un pays. Tout entière à ses luttes intestines, la population de la République ne forme plus un conglomérat solide, mais une poussière d'individus ouverte sans obstacle à la pénétration juive. J'aurais écrit à la pénétration des forces obscures d'où qu'elles viennent. » Quoi qu'il en soit, le phénomène n'était pas nouveau. Dans cet ouvrage publié en 1889, les auteurs se lamentaient. L'individualisme a tout envahi. L'homme marche dans la vie, écrasant les faibles en les méprisant, luttant contre les forts ou se courbant devant eux, insouciant de l'avenir et du présent des autres qui ne le touchent pas lorsque son moi est satisfait. Bah, fait-il, après moi la fin du monde. Or, dans Mein Kampf, Hitler prévenait « Sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur un peuple, les liens de l'ordre se relâchent et, en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. » L'enfer, c'est la tyrannie et la dissolution subies lorsque les forces obscures dominent. Mais d'où vient l'égoïsme qui atomise le peuple et qui en fait une proie facile pour ses influences nocives? Tony Anatrella tranche. Sans une conception spirituelle de l'homme dont nous avons pourtant hérité, il est difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. L'auteur relie donc l'affaiblissement général à un recul du spirituel. Ce constat n'était pas nouveau. En 1829 déjà, un prêtre avait pu noter « Quand la société spirituelle se dissout, le corps politique périt en même temps. Les institutions restent, mais sans vigueur, sans vie. Chacun s'isole et ne songe qu'à soi, à ses passions, à ses intérêts. » C'est alors que les forces obscures peuvent prendre de la puissance. Parlant de l'invasion juive, René de la Tour du Pin écrivit « De même qu'un homme fort et armé peut vivre dans le voisinage d'un ennemi sans en être molesté s'il s'en fait à la fois craindre et respecter, de même la cité chrétienne put vivre pendant des siècles au contact de la cité juive sans trop en souffrir. Mais vint l'affaiblissement de l'esprit chrétien au siècle de la Renaissance, et aussitôt on vit éclater l'œuvre du judaïsme dans toute sa force destructive. » L'auteur affirmait donc que la perte du sentiment de transcendance avait précédé la montée en puissance des Juifs, donc elle en était la cause et non pas la conséquence. Alors certes, nous dit-il, ayant gagné de la puissance, les Juifs commencèrent à attaquer la religion chrétienne pour la tuer. Mais l'erreur est de croire que ce sont les attaques juives qui auraient été la cause de l'affaiblissement du sentiment religieux. Non, la cause première résidait chez les chrétiens eux-mêmes. Erreur d'appréciation de René de la Tour du Pin. Mes recherches m'ont démontré que non. Dès la fin du XVIe siècle, à une époque où l'influence des Juifs était très limitée, un auteur reprochait à la noblesse de combattre la religion, de trahir la patrie et de se rendre indigne du titre de noblesse.
Consciemment ou non, cette noblesse soutint le pouvoir royal qui voulait s'affranchir de l'autorité spirituelle. En 1612 parut un livre qui déniait à l'Église toute autorité temporelle. L'ouvrage était anonyme. L'auteur était-il un juif? Pas du tout. Il s'agissait d'un théologien catholique gallican, Edmond Richer. L'autorité temporelle de l'Église était donc contestée au sein même de la chrétienté. Le prêtre déjà cité précise, peu à peu, les rois s'affranchirent de cette haute juridiction qui coordonnait l'ordre politique à l'ordre spirituel. Ils voulurent régner par eux-mêmes en vertu d'un droit dont le Christ n'était pas la source. Dès lors, il y eut deux sociétés mutuellement indépendantes, l'une civile et l'autre religieuse. Louis XIV proclama solennellement cette séparation. Or, agir ainsi revenait dans les faits à saper la religion telle qu'elle existait en Europe, et cela sans qu'il y eût besoin des Juifs. Tout d'abord cantonnés à la haute société, ces attaques contre la religion s'étendirent. À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe notamment, les livres se multiplièrent qui critiquaient les dogmes, les évangiles, etc. Les auteurs étaient issus de familles chrétiennes, pas juives. Ainsi, la religion fut éliminée par les descendants de ceux qui avaient bâti les cathédrales. Cette réalité, certains anti-juifs en avaient conscience. S'adressant à un jeune Français, l'hymne de l'œuvre nationale de propagande anti-juive lancé « Ton beau pays qu'on judaïse ne permet pas que ta France finisse en un dernier hoquet sous les Juifs et Monsieur Loubet ». On retrouvait ici le discours habituel qui dénonçait les Juifs et leurs alliés non-juifs, en l'occurrence le président Émile Loubet. Ce qui m'intéresse toutefois, c'est le premier couplet. On lisait « Ce fut la gloire de ton pays d'être croyant. Dieu régna toujours sur l'histoire, jusqu'au jour où le Parlement, biffant le dieu des estocades et recevant le camouflé, a fait la France de Loubet. » Là encore, le message était clair. L'auteur, une marquise surnommée Gyp, affirmait que la disparition du sentiment religieux avait fini par livrer totalement la France aux Juifs. Une dizaine d'années auparavant, en 1883, le docteur Vito avait expliqué pourquoi. Avec l'athéisme pratique, ou ce qui revient au même, avec le matérialisme dans les faits, nous constatons le culte du veau d'or, de l'intérêt à tout prix, par tous les moyens, au lieu du culte du devoir et de l'honneur. La rébellion au foyer domestique comme à l'atelier, la haine parmi les enfants de la même patrie, un désordre matériel parallèle au désordre moral, une criminalité qui croît dans des proportions effrayantes, la crainte du lendemain, la sécurité nulle part, le malaise et le marasme dans toutes les directions, le bouleversement dans l'ordre économique, des déficits dans les finances, notre commerce qui languit, notre industrie qui ne peut se soutenir, des fraudes, des faillites, des grèves, une concurrence impossible avec l'étranger, radicalement impossible malgré nos débouchés avec cette formule, augmentation des salaires, réduction des heures de travail, et jamais réduction de certains appétits dépravés. Avec le matérialisme sensualiste, le père de l'égoïsme, nous voyons des individus tout occupés à digérer plutôt qu'à penser, qui ont perdu jusqu'à l'idée de patrie, absorbés qu'ils sont par la soif de l'argent et la volupté du sens guttural. Des hommes de parti qui s'observent et s'en veulent et qui aspirent à ressaisir le pouvoir pour en savourer les avantages. Ce texte pourrait être écrit aujourd'hui, tout simplement parce qu'il s'appuie sur un constat toujours vrai. La perte générale du sentiment de transcendance engendre le matérialisme sensualiste, lui-même père de l'égoïsme. Un quart de siècle plus tard, Horace Marion se lamenta. L'égoïsme étouffe les idées de devoir, de sacrifice et de renoncement qui sont une des sources les plus nécessaires de la prospérité des peuples et l'assurent d'autant plus qu'elles sont mieux pratiquées. La foi religieuse qu'on s'efforce d'étouffer de toute manière ne vient plus, par la pensée et les sanctions d'une vie future, élargir les horizons où se meut la pensée humaine et l'obliger à se refermer dans les limites du devoir. L'action d'une science, trop souvent incomplète et trompeuse, par laquelle on essaie de la remplacer, tout en ne dissipant point ses doutes, comprime ses élans vers l'idéal et la ramène brutalement à ses intérêts matériels comme seul digne de ses préoccupations. C'est alors que les parasites en tout genre envahissent ce corps malade et prennent de la puissance. Contre cela, il faut retrouver la notion de bien commun défendue par le national-socialisme. Dans Mein Kampf, Hitler écrivait « Cette disposition d'esprit qui rejette au second plan l'intérêt de l'individu au profit du maintien de la communauté est la première condition préalable de toute civilisation humaine véritable. » Une dizaine d'années plus tôt, un auteur français avait précisé «
Cependant, en cherchant l'amélioration de la vie, il ne faut pas faire de la vie elle-même son propre but. Il faut la considérer comme un moyen, comme un état qui ne vaut rien en soi, mais qui tire sa valeur des opportunités offertes par lui au progrès de l'esprit. La valeur de la vie est relative et dans beaucoup de cas, elle est inférieure à celle de la mort. Et c'est sur cette idée que je veux terminer mon livre. Les races qui veulent survivre doivent savoir sacrifier les individus, et les individus doivent apprendre à se sacrifier eux-mêmes si leur mort est plus utile que leur vie. L'auteur écrivait ces lignes dans un paragraphe qui parlait de l'idéal spirituel. Hitler, lui aussi, en avait compris l'importance. Dans Mein Kampf, il soulignait la valeur du sentiment de transcendance. En même temps que la foi aide à élever l'homme au-dessus du niveau d'une vie animale et paisible, elle contribue à raffermir et à assurer son existence. Que l'on enlève à l'humanité actuelle les principes religieux, confirmés par l'éducation, qui sont pratiquement des principes de moralité et de bonnes mœurs, que l'on supprime cette éducation religieuse sans la remplacer par quelque chose d'équivalent, et on en verra le résultat sous la forme d'un profond ébranlement des bases de sa propre existence. On peut donc poser en axiome que non seulement l'homme vit pour servir un idéal plus élevé, mais aussi que cet idéal parfait constitue à son tour pour l'homme une condition de son existence. Ainsi se ferme le cercle. Et Hitler de poursuivre, naturellement, dans la définition tout à fait générale du mot religieux, sont incluses des notions ou des convictions fondamentales, par exemple celles de l'immortalité de l'âme, la vie éternelle, l'existence d'un être supérieur, etc. Il avait raison. À partir du moment où vous croyez en l'immortalité de l'âme, à partir du moment où vous êtes convaincu que le but de la vie sur cette terre, c'est d'en sortir meilleur qu'on y est entré, alors le service du bien commun, jusqu'au sacrifice s'il le faut, apparaît comme une évidence. Car c'est la meilleure façon de se bonifier. Cette doctrine n'est pas l'apanage du christianisme. L'hindouisme enseigne, il est avare celui qui, trahissant sa nature humaine, quitte ce monde comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir résolu les problèmes de la vie et sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle. Là aussi, donc, la bonification personnelle est au centre de la doctrine. D'où l'accent mis sur le service du bien commun. Voilà pourquoi, à quelques réserves près, je comprends ce parti des années 30, aujourd'hui bien oublié, le Front de la jeunesse. Dans sa lutte pour rendre la France aux Français, il lançait aux politiciens « Nous ne prendrons même pas de sanctions, nous les Français, pour vos actes passés. Vous aurez l'amnistie pour vos tripotages, vos lâchetés, vos erreurs, vos maladresses, vos crimes. Mais à une condition, c'est que vous partiez, et même que vous foutiez le camp. » Cette volonté, il l'illustrait par ces deux dessins. Parmi les principes exposés dans sa charte de la France neuve, figurait la restauration de la morale. On lisait « Il n'y a pas de nation sans une morale. Tolérance, respect de la parole, probité, loyauté, courage physique, moral et intellectuel, amour du pays, du foyer, du travail, conscience et scrupules. La réforme de la France est d'abord un problème d'éducation et d'enseignement. » Même de façon implicite, cette réforme morale était centrée sur le service du bien commun. Voilà pourquoi le programme de ce parti était avant tout un programme positif, c'est-à-dire pour et non pas contre. Le juif était désigné comme un ennemi parmi d'autres. À son propos, on lisait « Le Front de la jeunesse n'est pas un mouvement anti-juif, c'est un mouvement de rénovation française. Sur sa route, il a rencontré le problème juif. Le problème est posé par les juifs et non par nous. » Après avoir rappelé qu'en combattant la trop grande influence des Juifs, le peuple français était en état de légitime défense, l'auteur précisait « Le danger juif n'est pas chez les humbles ni chez les petits travailleurs. Il est chez les aristocrates de la juiverie, chez les propriétaires de la radio, de la presse, de la banque, du haut commerce et chez les pourvus de la politique. Ce sont ceux-là qui pèsent sur la France. Pour les gros, pas de quartier. Pour les petits, l'équité. » Ce discours n'était pas nouveau. En 1901, l'auteur de ce billet affirmait que face aux Juifs, un nouveau régime rendrait la France aux Français en votant des lois saines et en les faisant respecter. Puis il expliquait « En appliquant strictement le code, on aura raison de tous les banquiers véreux, de tous les flibustiers qui opèrent à la bourse et dans leurs officines. » Quant aux emplois, les Juifs voudront bien qu'on ne continue pas à pourrir les bureaux des ministères avec les spécimens de leur race et que, pour n'en citer qu'un seul, le ministère de l'instruction publique soit débarrassé des 60 Abraham, Abimelech ou Nathaniel qui en empestent l'atmosphère et qui impriment à l'éducation nationale un caractère antinational au premier chef.
La magistrature recevra de même son coup de balai et sera nettoyée de tous ces juges d'instruction, procureurs et présidents qui déshonorent nos tribunaux en y important des mœurs, des procédés et des coutumes dont l'Abraham d'Uzès a donné la formule. Bref, on donnera de l'air, de la lumière et on désinfectera. Les juifs d'ailleurs n'auront rien à redouter en tant que juifs. Soumis à la loi, ils bénéficieront des mêmes droits que les autres citoyens. Révoltés contre elle, ils subiront le même châtiment. Hors de la loi, il n'y aura pas de salut pour eux. Tant mieux s'ils le comprennent, tant pis s'ils s'insurgent. J'applique ce texte à tous les parasites d'où qu'ils viennent. Avec ces lois strictes et aussi avec ces mœurs régénérées, une société saine voit les forces obscures perdre toute leur puissance. J'insiste sur la régénération des mœurs, car cet auteur soulignait avec raison « Une civilisation ne vit vraiment que par la conscience des siens et non par la fiction des lois, des décrets et des règlements. Pour renaître, la loi n'est qu'un bâton. La marche dépend de l'homme, d'un esprit dans tous les hommes. Renaître, France nouvelle, disent articles et discours. Cela n'est que du vent. Par qui et par quoi? Ni les lois, ni les décrets ne changeront des têtes mal faites, des cœurs délavés et des habitudes axées sur le mortel ministère des loisirs. Voilà pourquoi je l'affirme. Si le peuple français, et plus généralement les peuples d'Europe, renouaient avec leur grandeur, s'ils rejetaient le matérialisme, le consumérisme et les divertissements débilitants pour bâtir une Europe conforme à l'ordre naturel, alors gageons qu'il ne faudrait guère pousser les parasites, tous les parasites, pour qu'ils quittent ce corps redevenu sain. Quant à ceux qui resteraient, la santé du corps ferait qu'ils ne représenteraient plus guère de danger. On me dira qu'Hitler ne pensait pas ainsi, sans doute, mais je rappelle que le national-socialisme est antérieur à Hitler. Sur le plan politique, il existait en France 20 ans avant lui, car il s'agit d'un corpus idéologique éternel qui fonde un certain type de société. Hitler était un national-socialiste convaincu, mais le national-socialisme dépasse Hitler. Dès lors, on peut être national-socialiste sans pour autant le suivre à 100%. C'est mon cas. Déjà sur la question juive, je ne conteste ni son importance ni la nécessité de lutter avec détermination contre certaines associations nocives. Mais j'évite de me focaliser sur cette question. Car quand on se focalise sur le problème juif, alors on en reste à la seule dénonciation dont l'histoire a démontré l'inanité et on oublie l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est la réforme morale du peuple, avec un regain du sentiment de transcendance. S'appuyant sur la science et la philosophie, il faut enseigner que la vie a un sens, et que ce sens s'accorde avec le service du bien commun. Cette mission d'enseignement dépasse en importance la lutte contre les forces dissolvantes, quelles qu'elles soient. Car une fois la société redevenue saine, ces forces nocives perdront naturellement leur puissance. René de la Tour du Pin rappelait qu'un homme fort et armé peut vivre dans le voisinage d'un ennemi sans en être molesté s'il s'en fait à la fois craindre et respecter. Ici, certains me diront « Mais si l'on devient plus fort, alors pourquoi ne pas en profiter pour détruire définitivement ces forces obscures ?» Ma réponse est simple. Vouloir les détruire reviendrait à violer l'ordre naturel, donc aller à la catastrophe. Je m'explique. Pour l'humanité et les sociétés, ce code sacré de l'Inde évoque 4 périodes, 4 âges. On lit, dans le Krita Yuga, l'âge d'or, la justice sous la forme d'un taureau se maintient ferme sur ses 4 pieds. La vérité règne, et aucun bien obtenu par les mortels ne dérive de l'iniquité. Mais dans les autres âges, c'est-à-dire dans les âges plus sombres, par l'acquisition illicite des richesses et de la science, la justice perd successivement un pied. Et remplacés par le vol, la fausseté et la fraude, les avantages honnêtes diminuent graduellement d'un quart. Ce texte décrit un cycle au cours duquel une société dégénère. Cet enseignement, on en retrouve la trace dans la Bible qui est la compilation de doctrines plus anciennes. Le livre de Daniel évoque une très grande statue vue en songe par le roi Nabuchodonosor. Sa tête est en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer. Cette statue symbolise les 4 âges d'une civilisation, de l'âge d'or à l'âge de fer. Les pieds sont en fer mêlé d'argile. Ils symbolisent la dernière période de l'âge de fer qui verra tout s'écrouler. L'effondrement final est symbolisé par une pierre qui se détache de la montagne et qui vient frapper les pieds, réduisant toute la statue en poussière. Cette dégénérescence collective prévue par l'ordre naturel est provoquée par l'acquisition illicite des richesses et de la science. Là encore, la Bible reprend une partie de cet enseignement. Le texte de la Genèse parle d'un arbre de la connaissance planté dans le jardin d'Éden. L'homme a interdiction d'en manger le fruit sous peine de mort. Pourquoi ?
Lanza del Vasto explique « Manger signifie prendre et dégrader pour réduire à soi, pour incorporer. Fruit signifie jouissance et profit. Le péché, c'est donc d'avoir tiré à soi et dégradé la connaissance pour la jouissance et le profit. Dieu ne défendait pas à l'homme de regarder l'arbre et de s'asseoir à son ombre. Levé comme une échelle vers le ciel, l'arbre de la connaissance était fait pour la contemplation et pour l'adoration. Il était fait pour les yeux, non pour les dents. Il n'en fallait pas arracher le fruit, le mordre et le tordre à l'usage du ventre. Tel était l'ordre donné. C'est alors que le diable entre en scène. Son rôle est de tenter les hommes afin de mettre à l'épreuve leur force d'âme. Vont-ils obéir ou transgresser l'ordre? C'est cette transgression collective qui provoque la chute d'un âge à l'autre, toujours plus obscur que le précédent, ce que la Genèse a omis. Loin donc d'être un accident, le diable est au contraire une composante de l'ordre naturel. Voilà pourquoi il évolue dans le jardin d'Éden sans être ni détruit ni même chassé. Or, le diable symbolise les forces de dissolution, quelles qu'elles soient. J'en déduis qu'en conformité avec l'ordre naturel, ces forces existeront toujours et seront toujours présentes sous une forme ou sous une autre. Mais m'objectera-t-on, si la société doit dégénérer, alors quel peut être le sens du combat pour le bien commun? La réponse est la suivante. Les âges de l'humanité représentent des périodes très longues qui s'étalent sur des centaines de milliers d'années. De plus, chaque âge comporte des périodes distinctes plus ou moins lumineuses. Il en résulte que le processus de dégénérescence progressive n'empêche pas des sursauts qui permettent des redressements temporaires. À mes yeux, le Troisième Reich de 1933 à 1939 a été l'un de ces redressements. Sans les quelques erreurs commises entre 1939 et 1941, il aurait pu durer bien plus longtemps. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Pour l'heure, j'insiste sur le fait qu'au sein même du processus de dégénérescence, des redressements sociaux sont toujours possibles. J'ajoute que même sans espoir de redressement collectif, au niveau personnel, le combat pour le bien commun sert à se bonifier. Dans son ouvrage sur le chamanisme, Paul de Grise explique « Le monde est le fruit de l'affrontement récipro-créatif de toutes ces polarités opposées » et d'expliquer « Une tension, une imperfection, un problème, un manque, une erreur engendre un acte qui apportera le relâchement à la tension, l'amélioration à l'imperfection, la solution à un problème, la satiété au manque, la rectification à l'erreur. Quel sens aurait l'espace et le temps si ce n'est pour que s'y inscrive le progrès à travers le mouvement dans l'espace et le changement dans le temps? Et quel est le mécanisme du progrès si ce n'est celui de l'opposition dynamique entre l'avant, que sont le manque et l'imperfection, et l'après, que sont la satiété et l'amélioration? Sachant que le chamanisme est avant tout une discipline personnelle, ce texte montre l'importance du combat au niveau individuel, quel que soit le résultat au niveau collectif. On retrouve ici l'enseignement de la Bhagavad Gita dans lequel le Seigneur nous invite à combattre sans nous soucier ni de la victoire ni de la défaite. Au niveau collectif donc, peu importe le succès ou l'échec, car même s'il échoue, le combat que l'on aura mené aura servi à notre progression personnelle. Dans l'ordre naturel, la lutte étant nécessaire, les forces obscures seront donc toujours présentes. Voilà pourquoi celui qui combat ne doit pas avoir pour objectif d'éradiquer le mal, ce serait illusoire, mais de le contenir. Tel était l'enseignement de ce sage indien à son disciple. Parfois, l'esprit se sert du mal pour enseigner la discipline. Le mal est bon aussi, t'en souviens-tu? Ne lui résiste pas. En lui résistant, on ne fait que susciter la frustration et accroître son pouvoir. Laisse le mal s'exprimer. L'esprit l'utilise de nombreuses manières différentes. Ton rôle en tant que guerrier n'est pas de détruire le mal, mais de le contenir. Il faut défendre les frontières. Tu peux changer le mal en bien en le plaçant dans son contexte global, mais ne confonds jamais cette mission avec l'idée selon laquelle ton devoir serait de détruire le mal. Pour le moment, le mal t'est nécessaire. Il l'est aussi pour l'esprit. Souviens-toi de cela lorsque tu livreras combat au mal. Les guerriers qui oublient cela ne sont que des merdes. S'il en est ainsi, c'est parce que la chute d'âge en âge fait partie du plan éternel. Voilà pourquoi je n'éprouve ni haine ni envie de meurtre contre ceux qui incarnent les forces de dissolution. En nous tentant avec leur camelote matérielle, mentale et morale, elles agissent comme des aiguillons. C'est à nous de réagir en adoptant une vie toujours plus conforme à l'ordre naturel afin de ne pas chuter au niveau personnel. Or, ne pas chuter nécessite de servir le bien commun en luttant pour sauver ceux qui veulent encore l'être, et cela même s'ils sont de moins en moins nombreux.
La dénonciation des forces obscures ne doit donc prendre ni tout notre temps, ni absorber toute notre énergie. Elle ne doit être qu'une facette d'une action plus large, positive cette fois, en faveur d'une redécouverte du sentiment de transcendance, l'objectif final étant de faire découvrir et aimer à ceux qui le peuvent encore le service du bien commun. Voilà, Madame Fristo, ce que j'avais à vous dire. Je le répète, le vieux lutteur que je suis vous regarde avec une certaine tendresse. Moi aussi, j'ai été révoqué de mon poste de professeur. C'était en 1997, vous aviez une dizaine d'années. Moi aussi, j'ai été condamné. Je suis même allé en prison à la grande satisfaction de la LICRA. Aujourd'hui, je vis en exil avec Balance ton antisémite qui œuvre pour obtenir mon extradition. Mais quel que sera mon destin, le vainqueur, c'est moi. Car par l'étude et la réflexion, j'ai évité le piège de la haine pour préférer dépenser mon énergie à diffuser un message utile qui portera ses fruits. Vous êtes courageuse, madame. Puissiez-vous rester sans haine. Les graines que vous sèmerez n'en seront que meilleures. La France, qui peut encore être sauvée, a besoin de gens comme vous. En vous persécutant, vos adversaires manifestent leur haine. Soyez plus forte qu'eux, madame. Restez sans haine, uniquement tournée vers le beau, le noble, le vrai, le service du bien commun. Ce sont les meilleures armes contre les forces obscures.